c'est un lieu qui concentre tous les fantasmes, qui suscite des envies. C'est là où il y a du pouvoir, il y a de l'argent, où il y a eu de l'argent, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent au Vatican. Aujourd'hui, la cité du Vatican de 44 hectares est une garantie en quelque sorte de son indépendance. C'est-à-dire qu'il peut se réfugier et il vit dans cet univers de 44 hectares où il y a plein d'anecdotes. C'est-à-dire, il y a un supermarché, il y a une pharmacie, tous les produits sont détaxés. Salut à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des mystères qui entourent le Vatican. C'est un sujet qui m'a toujours passionné. On est en plein conclave, en tout cas on va entrer en conclave dans les prochains jours, donc c'était le moment parfait pour faire cette vidéo. Je suis allé interroger, vous l'avez vu, Christophe Dickès, c'est le plus grand spécialiste du Vatican en France. Il a écrit de nombreux ouvrages à ce sujet, dont un particulièrement, Vérité et légende du Vatican aux éditions Perrin. Et ensemble, eh bien, on a balayé tous les mystères qui entourent le plus petit État au monde, mais également aussi tous les fantasmes qu'il suscite. Je vous laisse apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Merci à tous. Il y a beaucoup de fantasmes autour du Vatican, autour du conclave, autour des mystères du Vatican. Quels sont, selon toi, les secrets d'abord du Vatican, les vrais secrets du Vatican? Alors, les vrais secrets du Vatican, en fait, le monde du Vatican est un monde beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Voilà, on parle toujours des archives secrètes du Vatican. En fait, c'est le secret d'État, ni plus ni moins. Quand on est secrétaire, on garde le secret du patron, ni plus ni moins. C'est le cas dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises, dans toutes les institutions et partout. Et l'accès aux archives est un accès réglementé et la soixantaine d'années qui sépare la mort d'un pape et l'ouverture d'archives est un délai très correct, même qui est en avance par rapport à certains États. Il y a naturellement des secrets autour de certaines affaires. Je pense à l'affaire Emanuela Orlandi, mais là aussi c'est lié ni plus ni moins à une temporalité, parce que Emanuela Orlandi c'est les années 80, et donc les années 80. On parle de cette jeune fille qui a disparu. On parle de cette jeune fille qui a disparu mystérieusement, et visiblement ça serait un coup de la mafia. Et le pape François a déclaré à la famille Orlandi que là où elle était, elle était dans la maison du père, sous-entendu qu'elle avait été tuée, mais en fait, on n'en sait rien du tout. Mais donc le Vatican jouerait parce que c'est une institution quand même qui prêche la morale, justement, d'ouvrir certains dossiers, un peu comme elle l'a fait sur l'abbé Pierre, un peu comme elle l'a fait sur Emanuela Orlandi, puisqu'elle a mis à disposition de la justice le dossier qui la concerne. Donc il y a beaucoup de fantasmes de manière générale, et le meilleur fantasme sur le conclave, c'est de croire que le conclave est secret parce qu'on veut cacher les choses. Mais non, le conclave au début, c'est pas du tout pour cacher des choses, c'est pour que les gens votent vite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enfermés, ils sont retirés du monde. À l'origine, le conclave, c'est quoi ? On a enfermé les cardinaux qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le nom d'un pape. Nous sommes au XIIIe siècle, en 1269, et les cardinaux qui sont là n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom, et la population viterboise est tellement exaspérée qu'elle décide de cloîtrer ces hommes, et comme ces hommes ne se décident toujours pas, eh bien de les mettre au pain et à l'eau, et comme ils ne se décident toujours pas, d'enlever le toit de l'église où ont lieu les délibérations. Et après plus de 1000 jours, eh bien un pape est choisi. 1000 jours? Oui, plus de 1000 jours, oui. Voilà. Donc 1000 jours enfermés, ça c'était au XIIIe siècle, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu peut-être plus de détails sur... Je pense que j'ai donné là tous les détails. C'est-à-dire que encore une fois, c'était des gens qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, et on a voulu véritablement non pas les mettre dans le secret, mais les mettre ensemble pour qu'ils se décident. Et donc il y a une véritable pression de la population. Mais l'élection doit être libre, et ce principe de liberté est très important. Et à la suite d'ailleurs de cet épisode, en 1274, un pape dont j'ai oublié le nom a établi le principe de la claustration
comme un principe et un fondement du conclave. Donc on peut dire que le conclave tel qu'il existe aujourd'hui, la modalité remonte au XIIIe siècle. Mais l'élection en elle-même est une chose très classique dans le monde ecclésiastique. On croit que les Grecs, à juste titre, ont inventé les modes électifs repris par les Romains, etc. Et que pendant des siècles, on n'a plus de mode électif. Pas du tout. Il y a plusieurs modes électifs et il y avait jusqu'en 1994 et la dernière constitution sur l'élection du pape Jean-Paul II, il y avait plusieurs modes électifs qui existaient pour élire un pape. Donc la majorité des 2/3, le compromis, c'est-à-dire la discussion et on se met d'accord sur un nom, ou bien l'acclamation, c'est-à-dire le fait d'acclamer un nom. Il y avait aussi ce qu'on appelait l'accès, c'est-à-dire la possibilité pour un cardinal qui avait voté pour un candidat à un tour de scrutin 1, et bien plutôt que de faire un autre tour de scrutin, il décidait de changer son vote pour le donner à une personne qui avait davantage de voix. Donc en fait, on voit l'Église comme une institution un peu sclérosée, secrète, etc. En fait, c'est une institution beaucoup plus flexible, beaucoup plus malléable dans sa direction qu'on le dit. Et le vote, d'ailleurs, est utilisé dans les monastères du monde entier pour élire le père abbé. On va revenir sur le conclave dans un instant, mais d'abord sur ces mystères qui entourent le Vatican. Pourquoi, selon toi, le Vatican suscite autant de fantasmes? Est-ce que c'est une pure création imaginaire ou alors tout simplement... Non, parce que c'est là où il y a du pouvoir, il y a de l'argent, où il y a eu de l'argent, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent au Vatican dans son histoire, puisque le pape était à la tête de ce qu'on appelle les États pontificaux. Donc c'était des États qui prenaient en écharpe toute l'Italie, qu'il a depuis le 8e siècle, et qu'il défendait, c'est-à-dire qu'on a connu des papes comme Jules II qui se sont battus à cheval et qui étaient des princes comme les autres. Ils étaient des princes comme les autres, mais en même temps, ils étaient à la tête de l'Église catholique, ils avaient des impôts, ils levaient des impôts, ils avaient des terres, des revenus, etc. Aujourd'hui, le Vatican n'est plus cette force financière. La seule richesse qu'il possède, elle est double. C'est d'abord le patrimoine religieux, le patrimoine artistique, et ensuite des immeubles, principalement en Italie, principalement à Rome, mais qu'il est bien en peine d'entretenir parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le monde du Vatican est un monde en déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils ont un budget d'1 milliard, ce qui en soi n'est pas énorme, c'est l'équivalent d'un département en français pour une institution qui représente 1,3 milliard de catholiques. C'est assez peu. Il y a 3000 employés au Vatican, il y a des frais de fonctionnement, etc. Donc tous ces gens, en fait, sont rémunérés par l'institution. Après, donc, pouvoir, argent, sexe aussi, on l'a bien vu avec le livre de Frédéric Martel, Sodoma. Voilà, c'est un lieu qui concentre tous les fantasmes, qui suscite des envies. C'est aussi un lieu cosmopolite. On dit souvent que Rome est une ville dont la foi est une évidence, et en dépit de ses péchés, elle est toujours là. En dépit de ses fautes, de ses erreurs, elle est toujours là. Et elle est une des plus grandes institutions, une des plus vieilles institutions, si ce n'est la plus vieille institution au monde. Elle a une préséance diplomatique lors des différents congrès internationaux où elle a un statut international particulier, parce que c'est un État, mais aussi c'est le plus petit État du monde. Mais quand vous avez un représentant du Saint-Siège à l'ONU, c'est pas le représentant de l'État de la Cité du Vatican avec ce monarque qui est le pape qui est là. Non, c'est le représentant d'une institution religieuse qui a une portée mondiale et qui a une portée mondiale et qui compte, en fait. Donc quand Emmanuel Macron va visiter le pape, il va pas visiter le roi de la Cité du Vatican de 43 hectares, il va visiter le chef de l'Église catholique. Et on dit d'ailleurs généralement que le Vatican a le réseau de diplomates le plus important au monde. Un des réseaux de diplomates les plus importants au monde, 188 représentations diplomatiques, c'est absolument énorme. Alors il y a des niveaux de représentation diplomatique, donc c'est une diplomatie qui est très importante. Alors
les anticléricaux du début du XXe siècle ont voulu faire croire que voilà, derrière un jésuite, derrière un curé, il y avait un réseau de renseignement du Vatican. C'est absolument pas le cas. Voilà, ce sont des hommes, des professionnels de la diplomatie, du droit, de l'histoire des relations, du droit de l'histoire des relations. Je recommence. Du droit de l'histoire des relations internationales, mais et avant tout, ça doit être des hommes de Dieu. Donc, ils sont liés à une charge ecclésiastique, et cette charge ecclésiastique, c'est de promouvoir le christianisme là où il se trouve. Et le monde diplomatique, enfin, par exemple, le nonce, qu'on appelle le nonce, c'est-à-dire l'ambassadeur du Saint-Siège en France, eh bien, joue un rôle entre Rome et les évêques français, puisque c'est lui qui propose des noms pour la nomination de futurs évêques. Quelles sont pour autant les singularités véritablement du Vatican, des anecdotes, des choses qui sont propres à cet État? Et tu as écrit un livre, Vérité et légende, quelles sont les vérités également? C'est une question extrêmement vaste, en fait. Ce qui te frappe le plus, peut-être? Ce qui me frappe le plus, c'est-à-dire que aujourd'hui, le Saint-Siège possède un statut unique par rapport à l'islam, que ce soit l'islam sunnite ou l'islam chiite. Aujourd'hui, la cité du Vatican de 44 hectares est une garantie en quelque sorte de son indépendance. C'est-à-dire qu'il peut se réfugier et il vit dans cet univers de 44 hectares où il y a plein d'anecdotes. C'est-à-dire il y a un supermarché, il y a une pharmacie, tous les produits sont détaxés. C'est un État qui ne vit, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas de richesse en dehors de la richesse patrimoniale. C'est un État donc qui reçoit de l'argent grâce au tourisme, au fond, grâce aux pèlerins, qui vend des chapelets, qui vend des images, qui vend des cartes postales, des objets religieux, et tout cela lui permet au fond de vivre. Et si aujourd'hui l'état de la Cité du Vatican est en déficit, c'est tout simplement parce qu'il y a le Covid qui est passé par là et qui a empêché pendant 3 ans, enfin pas pendant 3 ans, pendant 2 ans quasiment, est-ce qu'il n'y ait pas de touristes, et ça il ne s'en remet absolument pas. En fait le Vatican reçoit de l'argent, ça c'est une anecdote, c'est que en fait on pourrait dire qu'il y a des églises qui sont riches. Voilà, l'église américaine est une église riche, l'église allemande est une église riche. Pourquoi? Parce que l'église allemande reçoit des impôts. Si vous êtes citoyen allemand, vous devez déclarer votre religion, et il y a une partie de vos impôts qui va à l'église catholique. Voilà, et c'est la même chose pour les protestants, c'est la même chose pour l'islam. Voilà, il y a une partie de vos impôts qui va à la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous déclarez pas vos impôts enfin si vous ne souhaitez pas payer l'église catholique en Allemagne, si vous voulez faire baptiser vos enfants, eh ben va falloir voilà, c'est quasi impossible parce que justement vous ne jouez pas le jeu, et le jeu allemand c'est précisément exactement le même jeu qu'il y avait sous l'Ancien Régime en France, c'est-à-dire qu'il y avait une partie des impôts qui allait au clergé. Voilà. Donc il n'y a pas de trésor caché. Donc il n'y a pas de trésor caché. L'Église dans les sous-sols, les souterrains. On dit il y a un mystère par exemple, c'est le mystère Benoît XVI. Est-ce que la renonciation de Benoît XVI est liée au fait que l'Église allemande n'ait pas voulu donner de l'argent au Vatican? C'est entièrement possible, mais on n'en a absolument aucune preuve à l'heure où je vous parle. Voilà. Après il y a tous les grands dossiers du Vatican. Est-ce que enfin pourquoi les silences de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que c'est une force des relations internationales? Alors voilà, oui, c'est une force des relations internationales, mais c'est ce qu'on appelle le soft power. Voilà, le soft power. Pourquoi? Parce que le Saint-Siège n'a aucune armée, n'a aucun pouvoir financier, aucun intérêt financier, et donc il n'a qu'une puissance, c'est celle de la parole, et donc il joue ce rôle d'arbitre, il propose ses bons offices aux États qui lui demandent. Et dans l'histoire, ça a été très net. C'est ce qui s'est passé par exemple au moment de la crise de Cuba, où l'URSS et les États-Unis étaient au bord du conflit nucléaire, et c'est une médiation de Jean XXIII et de ses diplomates qui ont permis
permis de relancer les négociations entre Moscou et Washington. Donc ça, ce sont des faits. Alors ça, c'est un fait marquant, parce qu'on parlait de conflit nucléaire, mais vous avez aussi la guerre entre l'Argentine et le Chili sur la souveraineté du canal de Beagle, donc dans le sud de l'Amérique du Sud, et les deux ont demandé plutôt au Saint-Siège qu'il soit cette force de médiation, et la médiation a duré 2 ou 3 ans. Voilà, c'était sous le pontificat de Jean-Paul II en 1978. Voilà. Après, il y a des tas de reçus sur le Vatican, c'est-à-dire que tous vos auditeurs catholiques ou vos téléspectateurs catholiques vont dire que le pape est choisi par le Saint-Esprit, mais non, pas du tout en fait. Le pape est choisi par des hommes libres qui, selon la théologie catholique, doivent recevoir les prières de tous les catholiques du monde afin qu'ils fassent le meilleur choix possible. Parce que dans l'histoire, on peut pas dire qu'il y ait eu à certaines périodes des très bons choix. Voilà. Donc il y a plein de fantasmes. Mon livre Vérités et légendes, le Vatican Vérités et légendes, est un livre sont les questions les plus fréquentes qu'on me pose de manière générale. Est-ce qu'on a assassiné Jean-Paul Ier par exemple? Bon, il y a eu un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, le livre de David Dialop, Au nom du Père, qui a développé toute la thèse de l'assassinat. Bon, on a su par le médecin, les rapports médicaux du pape Jean-Paul Ier ont été rendus publics, et on peut voir qu'en fait, il avait véritablement des faiblesses du cœur, et que c'est une faiblesse du cœur qu'il a emporté en 1978. Est-ce que c'est l'URSS qui a voulu tuer Jean-Paul II? On n'en a pas la preuve formelle. On pense que c'est la piste bulgare, la piste hongroise, qui a amené le meurtre, la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, mais celle-ci n'a pas abouti. Voilà. Mais elle dit aussi ce qu'est le Saint-Siège. C'est vraiment quand en 1978 l'Union soviétique et Moscou voient arriver ce Polonais à la loggia, ils s'en inquiètent immédiatement, et à juste titre, parce que il aura un rôle dans la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique. Passionnant. On en revient justement au conclave. Oui. Le conclave suscite encore une fois beaucoup d'intérêt. On l'a vu d'ailleurs avec le film Conclave qui revient au cinéma. Oui. Il a explosé sur le streaming, comme j'imagine ton livre a explosé également depuis mon dernier livre. Pour l'Église, ce que le monde lui doit chez Bien Perrin. sûr, absolument. D'abord, un mot sur ce film. Est-ce qu'il est fidèle à la réalité? Alors oui, la plus grosse erreur, si je puis dire, c'est qu'il y a beaucoup de tractation au moment du conclave. C'est normal, c'est le scénario. Voilà. Mais en fait, la plupart des tractations se font avant l'entrée en conclave. Pour l'époque contemporaine. Donc maintenant, à l'heure où on se parle. À l'heure où on se parle, vous avez des congrégations dites générales qui réunissent l'ensemble des cardinaux. Ces cardinaux se parlent de façon formelle lors des congrégations générales. Donc chacun prend la parole et dit les besoins de l'Église. Leur but, c'est de dessiner ce que doit être, quels sont les grands défis de l'Église aujourd'hui et demain. Voilà, à moyen terme, on va dire, dans les 10 prochaines années. Et en fonction de ces défis de l'Église, voir quelle serait la meilleure figure pour pouvoir relever ces défis. Donc, en fait, le film Conclave, pour revenir à votre question, c'est un film qui ne montre pas l'avant et ses congrégations générales. Or, qu'est-ce que l'on a vu en 2005, en 2013 c'est une élection très rapide. Voilà. Contrairement à l'idée ou l'adage, on peut entrer pape au conclave et en sortir pape. D'accord, voilà. Parce que l'adage dit justement qu'on entre pape et qu'on sort cardinal. Exactement. Les Pecci en 1878 est rentré pape, il est sorti pape. Pacelli en 1939 est rentré pape, il est sorti pape, Pie XII. Montigny, il est rentré pape, il est sorti pape Paul VI en 1963. Ratzinger est rentré pape, il est sorti pape. Et Bergoglio, alors Bergoglio c'est plus complexe que cela. Le pape François est devenu, donc le cardinal Bergoglio est devenu le pape François. Bon, moi je pense qu'il est rentré pape. Mais rentrer pape, ça veut pas dire, en fait, la fameuse phrase
quand on rentre pape, on sort cardinal, c'est en fait pour ceux qui font campagne pour eux, en fait. Et en fait, on fait pas campagne pour soi. Et donc, ça concernait surtout les papes de la Renaissance, où clairement, on faisait campagne pour soi. Voilà. Et cela de manière très ostentatoire. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Faire campagne pour soi, c'est le meilleur moyen de ne pas être élu. Sur le protocole extrêmement codifié qu'on voit dans le film, d'ailleurs, qui a une photographie magnifique avec véritablement une symbolique très particulière. Ça se passe comme cela, c'est-à-dire... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez... tout conclave commence par ce qu'on appelle la messe au Saint-Esprit. Donc en fait, le Saint-Esprit, c'est une des 3 personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour éclairer les fidèles. Vous savez, il y a une prière au Saint-Esprit, envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle, vous renouvellerez la face de la terre, etc. Et en fait, c'est pas, ce sont, en fait, le conclave, c'est un moment quasi, voilà, c'est un moment spirituel. C'est pas, on n'est pas là pour élire un président de la République. On est là pour élire le chef de l'Église catholique. À la tête de l'Église, il y a le Christ, en fait. Et donc, en dessous, il y a son vicaire, qui est ni plus ni moins que le pape. Et donc, tout doit commencer par la chose la plus importante pour un catholique, à savoir la messe. La messe est donc la prière au Saint-Esprit, qui est la messe du Saint-Esprit, qui est le moment le plus, ce qui correspond le mieux à ce qu'on attend, à savoir être éclairé par le Saint-Esprit pour faire le meilleur choix possible. Voilà. Et ensuite, vous avez l'entrée en procession. Ceci a, au nom on invoque les saints, ça s'appelle les litanies. Les litanies, on dit Saint-Pierre, priez pour nous, Saint-Paul, priez pour nous. On invoque les grands papes, Saint Grégoire, Saint Léon le Grand. Et donc, on les invoque, pourquoi ? Pour qu'ils aident, là aussi, chaque cardinal à prendre la meilleure décision. Et après, il y a toute une codification à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle l'extra omnes, c'est-à-dire qu'on demande à tout le monde de sortir. Et surtout, c'est un lieu qui est protégé même numériquement, puisque il y a des brouilleurs d'écoute qui sont dans le sol de la chapelle Sixtine pour empêcher toute écoute de l'extérieur. D'accord. Et alors justement, dans ce film, Conclave, puisque c'est par l'intermédiaire en tout cas de cette cinématographie que l'on peut imaginer la façon dont ça se déroule, on a quand même cette impression d'avoir un monde de cardinaux avec certains, en tout cas, une sorte d'avidité du pouvoir qui percute avec la religiosité du moment. Est-ce que c'est comme ça également ? Est-ce qu'il y a cet aspect-là dans la réalité ? Alors, vous avez 2 types de cardinaux, c'est-à-dire que c'est vrai que vous avez des cardinaux qui sont humbles. Généralement, c'est pas un cardinal avide de pouvoir qui est élu. Et un cardinal avide de pouvoir, ça se ressent tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, en 2013, les cardinaux italiens ont été mis de côté parce que ils se chamaillaient les uns les autres, alors que il y avait le cardinal Scola qui devait être élu, et Benoît XVI attendait à ce que ça soit Scola qui soit élu, et ça a été un autre. Et donc, ça montre bien que les jeux sont pas faits, et que ceux qui recherchent le pouvoir, eh bien, seront mis sur la touche. Il faut avoir une dimension spirituelle. En fait, lors des congrégations générales, vous avez tous les cardinaux qui ont un trombinoscope. Et dans ce trombinoscope, eh bien, il y a toute la vie de la personne, s'il parle des langues ou pas, quels sont les livres qu'il a écrits, etc. Donc, en fait, on est dans un monde où l'erreur n'est pas possible. En fait, il faut pas avoir de casserole. Vous voyez, par exemple, on parle du cardinal Taglé. Le cardinal Taglé, sa gestion de Caritas, qui est l'équivalent le secours catholique, en fait, a été remise en cause. Et donc, ça, c'est un problème, parce que si ça veut pas dire qu'il a piqué dans la caisse, pas du tout. Mais ça veut dire que sa gestion a été mauvaise. Et si sa gestion a été mauvaise, eh bien, des cardinaux peuvent rechigner à voter pour lui parce que sa gestion a été mauvaise. Et tout c'est au Vatican.
Vatican. Voilà, tous ces dès qu'il peut y avoir, j'allais dire, une faille, voilà, il faut faire attention. Il voilà. est écarté, en tout cas. Enfin, ceux qui. Oui, il est écarté, c'est-à-dire que, enfin, il ne sera pas choisi. Vous savez, l'exemple extrême, c'est le point Godwin que je reprends, c'est le fait que le cardinal Ratzinger, il fait partie des jeunesses hitlériennes. Tout le monde faisait partie des jeunesses hitlériennes dans l'Allemagne des années 1939. Et donc, ce qu'on ne faisait pas, c'est que que le jeune prêtre Ratzinger, qui était séminariste, non, il n'était pas encore séminariste, mais il voulait être prêtre, n'allait pas aux réunions des jeunesses hitlériennes et faisait émarger un de ses amis qui lui y allait qui lui permettait de ne pas y aller. Et surtout, il a déserté aussi, et au risque de sa vie, parce que il y avait un officier SS qui vivait chez ses parents, et un déserteur, il n'était pas jugé, il était exécuté immédiatement. Donc tout cela sont des faits historiques qui montrent que Ratzinger avait une mauvaise réputation parce qu'on le voyait comme un Rottweiler de Dieu, et en fait on a vu lors des congrégations générales que c'était absolument pas ça. Il connaissait tout le monde, ou quasiment tout le monde. C'était un homme avenant, d'une gentillesse, d'une humilité extraordinaire, et c'est pour ça qu'il a été élu, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir des pressions politiques d'État extérieur? On parle souvent, on parle en tout cas du pape François comme un pape très progressiste. On est en ce moment dans une période où c'est vrai qu'il y a une forme de conservatisme dans certains pays qui revient, on le voit avec le Trumpiste. Est-ce que ça peut avoir une influence sur l'élection du pape? Alors, il y a deux types d'influence politique. C'est-à-dire que il y a l'influence politique que vous présentez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit effectivement, Trump a été élu, Milei a été élu, Meloni a été élue, Orban a été élu, Marine Le Pen est à 43% ou 45% dans les sondages, elle est aux portes du pouvoir. Donc, effectivement, la situation internationale peut amener à voter telle ou telle personne. Mais je pense pas que ça soit aussi déterminant que ça. Parce que le premier rôle de l'Église, c'est le salut des âmes, en fait. Et donc, le salut des âmes, c'est... on s'éloigne un peu du monde politique, même si c'est important. Voilà. Je ne sous-estime pas la chose, mais je pense que la question de l'unité de l'Église va présider à ce conclave. On n'imagine pas, par exemple, Donald Trump ou son entourage mettre la pression sur les cardinaux. Je vais y venir, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que à l'heure où on se parle, Emmanuel Macron a réuni les 4 cardinaux sur 5 français, et je pense que c'est une erreur. Parce que ça peut obérer des chances du cardinal Aveline, dans la mesure où on sait qu'Emmanuel Macron aimerait que ça soit le cardinal Aveline. Et même s'il n'a pas fait pression, le fait de l'inviter à déjeuner, ça pose problème. Voilà. Imagine-t-on Donald Trump inviter les cardinaux américains, faisant venir à lui les cardinaux d'Amérique du Sud, parce qu'il y a certains pays qui dépendent des États-Unis, pour faire pression sur eux. Enfin, c'est absolument inimaginable. Il fut un temps où c'était le cas, et c'était ce qu'on appelait le privilège d'exclusive. Le privilège d'exclusive, c'était quoi? C'était le privilège des couronnes françaises, austro-hongroises et espagnoles de refuser un candidat. Donc, avant d'aller au conclave, le cardinal français ou les cardinaux français, voyaient le roi de France, et le roi de France disait « moi, je ne veux pas un tel ou je ne veux pas un tel ». Voilà. Mais donc, par exemple, Pacelli, les travaux de Frédéric Le Moal l'ont très bien montré. Pacelli, donc qui est devenu le futur Pie XII, a été véritablement porté par les Français. Alors pas par tous les Français, mais on comprend que c'était le candidat des Français. Le général de Gaulle voulait influencer le conclave en 1963, mais il n'a pas pu. Bon, donc ça existe en tout cas. Donc ça existe, mais en fait, je trouve que sur Emmanuel Macron, il y a une véritable maladresse qui est, voilà, tout le monde sait qu'il n'en fait qu'à sa tête, mais il y a une maladresse parce que ça peut obérer les chances porter préjudice au cardinal Aveline.
On parle beaucoup des Italiens en ce moment. On a l'impression qu'ils sont favoris dans cette, j'ai pas envie de dire course à la papauté, mais dans ce conclave. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Alors pourquoi est-ce que les Italiens Italien seraient favoris? Parce que ça fait maintenant plus de 40 ans que on a des papes étrangers, donc polonais, puis ensuite allemands, puis ensuite argentins. Donc on ne pense pas à un cardinal américain du continent américain, on ne pense pas à un cardinal indien parce que ça serait trop compliqué par rapport à la curie, et c'est vrai que la curie, elle est même chose pour l'Afrique, et on repense à un cardinal européen. Pourquoi? Parce que en fait, sous le pontificat de François, François a souhaité gouverner contre sa curie, en tous les cas sans sa curie, parce qu'il s'en méfiait comme de la peste. Alors à juste titre sous certains aspects, mais plutôt que de la gérer, de l'amadouer, il a préféré s'en séparer. Et ça a été un vrai problème du pontificat. Et aujourd'hui, tout le monde se l'accorde. Donc c'est le cardinal Zapalanga qui donc l'archevêque de Bangui, qui Centrafrique, qui a dit qu'il était à vos confrères de La Vie, du journal La Vie, du magazine La Vie, qu'il était nécessaire que le prochain pape sache écouter, sous-entendu. Le pape en François ne savait pas écouter son interlocuteur, et c'est un vrai problème. Quel lien avec les Italiens? Dans l'écoute, je vais y venir, l'écoute est très importante. Et donc, pourquoi les Italiens? Tout simplement parce que pour gérer cette curie qui est ingérable, eh bien, on se dit qu'il faut le retour d'un Italien, voilà, et que le meilleur profil qui soit, eh bien, c'est ce fonctionnaire de Dieu qui est le cardinal Parolin. Le problème du cardinal Parolin, c'est qu'il manque de charisme, et pour être pape, il faut quand même avoir cette forme de charisme. Une dernière question, Christophe. On ne va pas parler de pronostic, mais selon toi, quel est le cardinal qui présente, en tout cas, qui pourrait cocher toutes ces cases? Alors, à l'heure où je vous parle, je pense, mon trio, ça serait le cardinal Pizzaballa, qui est le patriarche de Jérusalem, qui coche toutes les cases sauf une, celle de l'âge. Voilà. Mais à un moment, les cardinaux, parce qu'il est trop jeune en fait, et s'il est élu, ça va être un pontificat de 25 voire 28 ans. S'il meurt à 88 ans, ça ferait 28 ans, c'est-à-dire le plus long pontificat de l'histoire. Et c'est un problème? Oui, puisque en fait, le pontificat moyen, à l'époque contemporaine, c'est-à-dire du 19e à nos jours, c'est 14-15 ans. Voilà. Et donc, on pense plus à un personnage qui a entre 70 et 80 ans. Un pontificat court peut être possible, c'est-à-dire un personnage qui un peu comme Benoît XVI, qui reste 7 ou 8 ans et qui a aujourd'hui 78 ans, 79 ans. C'est fort possible. Donc dans mon trio, je vois Pizzaballa, je vois Parolin, et pourquoi pas Aveline, pourquoi pas le cardinal Aveline, dont on dit qu'il est actuellement très tendu, et être très tendu au moment d'un conclave et avant l'entrée à un conclave, ça veut dire qu'on entend beaucoup parler de son nom. Voilà. Et j'aurais pas eu cette info, je n'y pensais pas. Parce qu'il ne parle pas italien. Et ça, c'est un vrai problème. Mais on peut apprendre l'italien en un an. Et puis, si vous fréquentez des Italiens tous les jours, eh bien, vous parlez bien italien. Voilà. Donc, et puis il y a enfin peut-être un quatrième. Allez, je sors un joker de plus. C'est le Suédois Arborelius, qui est un personnage qui a une vie assez incroyable, fils de divorcé, qui s'est converti lui-même au catholicisme, qui a un beau parcours catholique en fait, et qui peut susciter amener des voix sur lui, mais il est plutôt discret. Voilà, il est plutôt discret. Après, des papes discrets, on en a eu plein, mais c'est vrai que l'image a son importance. Jean-Paul II était un homme de scène, le pape François était aussi un homme de scène, qui s'adressait comme un curé au monde. Benoît XVI était un intellectuel qui est
préférer la conversation comme ça dans un salon ou bien dans un colloque universitaire plutôt que dans une foule, devant une foule. Mais il a su, en fait, dompter cette foule, notamment aux Journées mondiales de la jeunesse. C'était absolument incroyable. Et tous les jeunes gardent un excellent, qui étaient à Melbourne, qui étaient à Cologne, qui étaient à Madrid, gardent un excellent souvenir de ce moment avec Benoît XVI. Donc, être un homme discret, être un homme qui a moins de charisme objectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas élu. Merci. Merci à vous. Une toute dernière question. Oui. Il fallait que je saute dessus quand même. Qu'est-ce que cette image entre Donald Trump et Zelensky t'a inspiré lors des funérailles du pape François? Cette rencontre, on revient un peu en arrière, mais ce tête-à-tête à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. C'était quand même une image inédite, forte et qui restera dans l'histoire. Complètement. Et donc, l'intelligence artificielle étant ce qu'elle est, on a vu sur Instagram, en fait, des personnes faire un montage où, quand les deux hommes se parlaient, on voyait une image du pape François poser la main sur les épaules de chacun. Et c'est ce qui les a réunis. Et je pense que c'est le rôle de l'Église. Et c'est étonnant d'ailleurs parce que on aura eu 2 événements comme ça liés au monde ecclésiastique qui ont permis de créer des ponts, comme le souhaitait le pape François, sur le plan diplomatique. Et donc c'est l'ouverture, la réouverture de Notre-Dame qui a permis de créer des ponts, notamment entre Mélanie et Trump, et Mélanie ayant été mandatée par l'Europe pour la question des tarifs douaniers. Alors c'est une question financière, mais ce genre de réunion informelle, formelle plus en le coup, est très importante à côté de ces moments comme les obsèques, comme la réouverture de Notre-Dame. Il y a des mains qui se serrent, des conversations informelles, et c'est là où se fait aussi la grande politique. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Il y aura plein d'autres vidéos dans les prochaines semaines. Mais merci encore à vous pour votre soutien et pour vos partages. Merci à tous.